Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour Bonjour, monsieur. monsieur. Bonjour Bonjour, monsieur. monsieur. Bonjour, chers étudiants, mademoiselle et monsieur. J'espère que vous allez bien. Bien, et vous? Bon, merci beaucoup, merci, merci. Bon, on va donc reprendre donc dans le cadre de ce cours donc magistral fait à distance. Nous sommes donc dans le cadre du premier chapitre, donc chapitre épistémologie des sciences, épistémologie de la science. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a un problème de micro de la part peut-être d'un étudiant. Il y a un problème de micro. Quelqu'un il a fait fonctionner le micro, ce qui nous a donné donc de la musique dans le cadre donc de ce cours. Bon, donc, nous nous sommes arrêtés dans le cadre du chapitre 1 au niveau de deux concepts, à savoir le concept épistémologie et le concept ontologie. On a essayé donc de développer un ensemble d'idées concernant donc ces deux concepts, mais je tiens à souligner ou à ajouter encore le fait que l'épistémologie c'est une discipline qui est très être en relief, c'est que l'épistémologie est née au XXe siècle. Elle est née grâce aux travaux d'un ensemble d'épistémologues, des épistémologues comme Gaston Bachelard, Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos et d'autres, et même Michel Foucault. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que même si l'épistémologie en tant que discipline dont on a parlé, l'étude critique de la science ou un discours critique sur la science, même si elle est née au XXe siècle, c'est une discipline qui a existé autrement. C'est-à-dire qu'il a existé sous forme de philosophie de la science, car son objet, c'est la science, ou son objet, c'est la connaissance scientifique. C'est ça l'objet donc de l'épistémologie. Et donc, cette épistémologie qui est née au XXe siècle, bonjour, donc cette épistémologie qui est née au XXe siècle, grâce aux travaux des épistémologues dont on a parlé, c'est une discipline qui est née à l'intérieur de certaines disciplines. Voilà ce que je vais, c'est-à-dire mettre en relief. C'est-à-dire que ce ne sont pas des philosophes, ce ne sont pas des philosophes qui ont développé l'épistémologie. L'épistémologie, elle est développée par des scientifiques, par des hommes de la science. Par exemple, Gaston Bachelard, c'est un physicien. Et donc, lorsqu'il a développé l'épistémologie, il a développé l'épistémologie de la physique. Il a développé l'épistémologie de la physique. Vous vous rappelez autrefois, lorsqu'on a dit que l'épistémologie, il traverse plusieurs disciplines. Mohamed Mouhaya, bonjour. Donc, il traverse plusieurs disciplines, c'est-à-dire qu'on peut parler de l'épistémologie de la médecine, de la biologie, de la physique, de la chimie, de la sociologie, de la science politique, des mathématiques, etc., etc. Et donc, cette épistémologie, il est développée par les chercheurs eux-mêmes. Donc, dans le cadre de la physique, par exemple, le plus connu dans le cadre de la physique, c'est Gaston Bachelard. Et dans le cadre des mathématiques, il y a Karl Popper. Puis, il y a aussi Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, lui aussi, c'est un physicien.
Donc, ce sont des gens, c'est-à-dire qui relèvent, c'est-à-dire de plusieurs autres champs disciplinaires qui ont développé l'épistémologie. Donc, en tant que discours, toujours on revient, c'est-à-dire à la définition, l'épistémologie en tant que discours critique sur la science. Discours critique sur la science. Qu'est-ce qu'il cherche donc, ce discours critique sur la science? Donc, il s'interroge. Il s'interroge sur la science. Il essaye de poser la question, qu'est-ce que la science, n'est-ce pas? D'où vient la science? C'est-à-dire, quelle est l'origine de la science? C'est-à-dire, comment on peut, c'est-à-dire, produire une science? Puis, il pose aussi la question sur le fait de savoir quels sont les outils de production de la science, les outils utilisés par les chercheurs, bien sûr. Ce n'est pas n'importe qui, c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire du domaine. Puis, il pose la question aussi sur ce qu'on appelle les obstacles de la science, c'est-à-dire les obstacles qu'affronte la science dans son évolution. Et il pose aussi, ou il cherche aussi à répondre à des questions qui sont liées à ce qu'on appelle la rupture épistémologique. C'est-à-dire dans quelle mesure il y a une rupture, c'est-à-dire entre le savoir ancien et le savoir moderne. Et on se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment une rupture ou il n'y a pas de rupture? Est-ce qu'il y a une continuité ou est-ce qu'il y a une certaine discontinuité donc au niveau du savoir scientifique? Voilà donc ce que j'ai, c'est-à-dire à mettre en relief dans le cadre de, c'est-à-dire de cette, c'est-à-dire de ce début de cette sixième science. Maintenant, c'est-à-dire comme je l'ai signalé dans le cadre du descriptif de la sixième science, nous avons devant nous c'est-à-dire deux paragraphes. Deux paragraphes, et donc dans le cadre de ces deux paragraphes, il y a le concept science, le concept science. Et donc, mettez donc deuxième paragraphe, c'est-à-dire dans le cadre de cette première section, donc 1, 2, comme le plan, c'est-à-dire l'indique, 1, 2, le concept de science. Et donc, je vous pose la question, qu'est-ce que la science? Est-ce qu'il y a donc un volontaire ou une volontaire qui peut me répondre, ou qui peut nous répondre et nous dire qu'est-ce qu'on entend par la science? À vous la parole. Allez. Yallah, on vous écoute. Allez. Allez. Allez, monsieur Seydou. Ou mademoiselle Seydou, Haruna Seydou. Allez, à vous la parole. Mademoiselle Hamastou Suleiman. Monsieur Suleiman. Monsieur, c'est une étude Allez, rationnelle. monsieur Suleiman. C'est une Étude étude rationnelle. rationnelle. La science. Monsieur, c'est Oui, un c'est possible. savoir, On une peut donc. connaissance. Oui. Un- Il y a quelqu'un, il y a mademoiselle Sabah qui a dit, peut-être elle peut reprendre ce qu'elle a écrit, je ne sais pas. Oui, à vous la parole. Allez, mademoiselle Mariam. Monsieur, C'est l'étude des phénomènes de la nature. Oui, monsieur, c'est un ensemble de connaissances et de allez, on vous écoute. caractères universels. Ensemble de connaissances Oui, pourquoi pas, c'est possible. et de Allez, les autres. caractères universels. La science, c'est un ensemble de connaissances. Oui, on peut. C'est une expérience accumulée. C'est un ensemble de connaissances. Il y a quelqu'un qui a dit un fragment de la connaissance, oui. Les autres? Oui. Allez, les autres. Oui, donc on vous écoute. Allez, monsieur Badreddin. Badreddin Lhjoui. Monsieur? Oui, Monsieur. monsieur. Allez. C'est un ensemble de Oui, on connaissances. vous écoute. Monsieur. Un ensemble de connaissances. C'est qui parle? C'est Salah. C'est un ensemble de savoirs, de connaissances. Savoir théorique, ensemble des informations.
acquérir, la recherche, etc. Oui. Et certaines choses qui sont à la conduite de la vie ou celle des Allez, affaires. les autres, s'il vous plaît. Monsieur, la science, ça veut un peu dire la Oui. connaissance. Et la connaissance, elle vient du mot connaître. Il signifie savoir ou avoir une idée ou une information. Oui, pourquoi pas. Très bien. Les autres. Monsieur Badreddin, où est-il? Oui. Monsieur, la science et les connaissances est Allez, Mohamed Mbrouk. La science au sens général désigne l'ensemble des connaissances humaines, oui. Cumul des connaissances d'expérience. Oui, monsieur Badreddin. Bon, merci. La science et merci les connaissances et réflexion. Oui. Oui, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut. C'est le savoir de... Réflexion faite sur quoi? Sur des phénomènes. Oui, monsieur. La science, un ensemble de connaissances élaborées à travers le raisonnement académique. Science, ensemble, oui, très bien. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos réactions. Merci. Merci beaucoup pour vos réactions, s'il vous plaît. Donc, on va essayer de synthétiser, c'est-à-dire vos interventions. Donc, écoutez-moi. Donc, la science. Il y a quelqu'un qui peut, c'est-à-dire qui peut arrêter de taper. Savoir, connaissance de certaines choses qui servent dans la conduite, connaissance exacte, il y a quelqu'un qui dit exact ici, etc. Merci beaucoup pour vos réactions donc, concernant donc, la définition de la science. La science, en tant que concept, il pose effectivement, il pose un problème de définition. Il pose un problème de définition. Pourquoi? Car il y a une chose peut-être qu'on n'a pas essayé de mettre en relief dans le cadre de cette section. Mademoiselle Aïcha, arrêtez le micro. Pardon. On vient de dire que l'une des choses qu'on n'a pas peut-être essayé de mettre en relief au début de cette section, c'est que le mot définir ou le verbe définir. Le verbe définir n'est pas aussi simple. C'est-à-dire le fait de demander à quelqu'un de définir un mot ou un concept ou une notion ou quelque chose. Le philosophe grec Platon disait que l'une des choses par laquelle on peut accabler son ennemi est de lui demander une définition. C'est-à-dire l'une des choses que vous pouvez utiliser comme arme pour coincer votre ennemi, c'est de lui demander une définition, c'est-à-dire d'un concept. Car donc la définition, c'est un exercice très difficile, c'est un exercice périlleux. Périlleux signifie difficile, car on ne peut pas définir, c'est-à-dire de façon, si j'ose dire, exacte. On se limite uniquement à ce qu'on appelle des éléments de réponse ou des éléments de définition, à donner ce qu'on appelle des éléments de définition. C'est pour cela donc c'est très difficile de définir l'épistémologie, l'ontologie, la science, etc., etc. Mais, c'est-à-dire on peut nous contenter de donner des éléments donc de définition concernant ces concepts. Donc le concept de science, selon les travaux donc des chercheurs dans ce domaine, il vient du mot latin. Scientia. Scientia, comme ça se prononce.
c'est-à-dire le mot, c'est-à-dire que vous connaissez science, scientia. Scientia qui signifie savoir et qui signifie connaissance. C'est ça, c'est-à-dire, oui, c'est ça, scientia, très bien, Mahdi. Scientia, donc, c'est avec T-I-A. Donc, le mot scientia, c'est-à-dire dans sa définition, c'est-à-dire la plus simple, il correspond à un savoir et à une connaissance. Il y a certains qui disent qu'il vient du verbe sire, avec C, avec S-C-I-R-E, sire, qui signifie savoir et qui signifie connaître, du verbe aussi connaître, connaissance. Et donc, cette question de savoir et connaître, on peut constater qu'il n'est pas propre à l'homme. Il n'est pas propre à l'homme. Car l'idée de connaître et l'idée de savoir, en premier lieu, et surtout on parle de, c'est-à-dire on vise dans notre discours ceux qui croient à l'existence de Dieu ou à l'existence donc d'une autre puissance surnaturelle ou supranaturelle qui commande le monde. Et pour les croyants, c'est Dieu. Donc, Dieu, il est omniscient. 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 Qu'est-ce que ça veut dire omniscient? C'est-à-dire qu'il a une connaissance totale. Et donc, déjà, il y a quelqu'un qui a une connaissance totale. On va essayer, c'est-à-dire de voir, de discuter ces questions-là. Puis, il y a aussi les animaux. Les animaux, c'est-à-dire que vous connaissez. Les animaux, que ce soit domestiques ou sauvages ou autres, ils disposent d'un certain degré de connaissance ou un certain degré de savoir. C'est-à-dire que le savoir et la connaissance ne sont pas propres à l'homme. Voilà ce qu'il faut préciser. Ils ne sont pas propres à l'homme. C'est-à-dire que d'autres créatures et le Créateur, ils disposent de leur propre connaissance et de leur savoir. Donc, scientia, qui signifie savoir et qui signifie connaissance, dans le discours épistémologique, il est spécifique. Science, c'est-à-dire le mot science, il est spécifique. C'est pour cela, lorsqu'on parle de science, on parle souvent de ce qu'on appelle la connaissance scientifique. La connaissance scientifique. Et donc, lorsqu'on parle de connaissance scientifique, cela veut dire qu'il y a d'autres formes de connaissance. C'est-à-dire que la connaissance, elle est multiple. Elle est multiple et elle est plurielle. Il n'y a pas qu'une seule connaissance. Et elle est diverse aussi. Il n'y a pas qu'une seule forme de connaissance. Chaque être a son degré de connaissance. Oui, mademoiselle Aïcha, c'est vrai. Chaque être, il a bien sûr son degré de connaissance. Donc, comme je viens de dire, la connaissance, il est multiple et il est diverse. Il n'y a pas qu'une seule connaissance. Mais souvent, c'est-à-dire déjà, en ce qui concerne les êtres humains, maintenant, ce qui nous intéresse, nous, il y a d'abord, c'est-à-dire une connaissance qui est propre à Dieu, ce qu'on appelle la connaissance divine. La connaissance divine. Donc, la connaissance qui est propre à Dieu. Cette connaissance qui est divine, la connaissance n'est pas innée. Je ne sais pas. Cette connaissance qui est divine, elle est propre à Dieu, avec des majuscules. Ce n'est pas avec des minuscules. Car il y a ce qu'on appelle les dieux et les dièses. Bien sûr, pour c'est-à-dire les hommes, c'est-à-dire qui croyaient à des divinités plurielles, c'est-à-dire comme ce qui a été dans l'Antiquité, et peut-être même aujourd'hui, c'est-à-dire chez plusieurs sociétés, comme les sociétés bouddhistes, les sociétés
hindouistes et d'autres sociétés peut-être paganistes qui existent en Afrique, en Amérique et ailleurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire pour ceux qui croient à l'existence de Dieu. Et donc, pour ceux qui croient à l'existence de Dieu, ils croient à l'idée, c'est-à-dire d'une connaissance divine, c'est-à-dire à l'existence d'une connaissance divine. Et donc, cette connaissance divine, il se caractérise par ce qu'on appelle la vérité absolue. La vérité absolue. Car c'est une connaissance qui est propre à une puissance surnaturelle ou supranaturelle qui est omnipotente. Qu'est-ce que ça veut dire omnipotente? C'est-à-dire qu'il y a une domination totale. Omnipotent. Domination totale. Qui est omnisciente, qui a, c'est-à-dire un savoir, une connaissance absolue. Et elle est omnipotente, omnisciente et omniprésente. Omniprésente, c'est-à-dire elle est présente partout, grâce donc à sa connaissance et à son savoir. Donc il y a cette forme de connaissance. Cette forme de connaissance, qui est la connaissance divine, qui a le caractère qui a, c'est-à-dire l'idée de vérité absolue, etc. Dans une certaine mesure, c'est-à-dire certains éléments, ils sont révélés à l'homme. Ils sont révélés à l'homme grâce à la révélation. Et donc, ils sont révélés à l'homme, c'est ce qu'on appelle la connaissance révélée. Ils sont révélés à l'homme par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les apôtres. Les apôtres, ce sont donc les prophètes. Ce sont les messagers. Donc, qui jouaient donc ce rôle d'intermédiaire entre Dieu et le reste des hommes, n'est-ce pas? Et donc, cette forme de connaissance révélée contient donc un ensemble c'est-à-dire d'idées, d'informations sur l'homme, sur l'origine de l'homme, même sur l'origine de l'univers, sur la vie de l'homme, et sur, c'est-à-dire la vie au-delà, c'est-à-dire de la terre ou de l'après-mort. Donc, nous sommes en présence, c'est-à-dire d'une autre forme de connaissance et d'une connaissance qui s'inscrit aujourd'hui dans ce qu'on appelle les connaissances théologiques. Les connaissances théologiques et qui peuvent contenir d'autres formes de connaissances scientifiques. Ça, c'est une forme de connaissance. Mais ce n'est pas une connaissance, c'est-à-dire qui émane des hommes. Maintenant, on va arriver à la deuxième forme de connaissance et on va arriver à ce qu'on appelle les connaissances qui émanent de l'homme. Les connaissances qui émanent ou qui viennent de l'homme. Donc, pour ces connaissances qui émanent ou qui viennent de l'homme, elles sont deux formes de connaissances. La deuxième donc forme, il s'inscrit donc dans le cadre de la deuxième forme, c'est ce qu'on appelle la connaissance intuitionnelle et superstitionnelle. Intuitionnelle et superstitionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire intuitionnel et superstitionnel? Intuitionnel, il vient de ce qu'on appelle l'intuition. Et tout le monde, il connaît qu'est-ce que ça veut dire l'intuition. Peut-être, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui peut, c'est-à-dire nous écrire, c'est-à-dire la traduction. L'intuition, donc, c'est comme ce qu'on appelle le sixième sens, c'est-à-dire chez les hommes. C'est-à-dire, l'usage donc de l'intuition, il peut permettre donc voilà, c'est ça, merci, M. Slimane. Donc, qui peut donc permettre donc non, ce n'est pas la sorcellerie, non, l'intuition, ce n'est pas de la sorcellerie, non, ce n'est pas ça. C'est comme le sixième sens donc chez les hommes, c'est-à-dire qui leur permet donc de disposer d'une certaine connaissance. Et il y a ce qu'on appelle la superstition. La superstition maintenant, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle donc sentiment, conviction, donc, oui, etc. Oui. Donc la superstition donc correspond à ce qu'on appelle la sorcellerie, ou elle correspond à la magie. Et donc, c'est une forme de connaissance qui est souvent donc construite par les sorciers, par les magiciens, etc. Soit sur la base de l'intuition elle-même, n'est-ce pas, ou sur la base de l'expérience, même, c'est-à-dire pour les magiciens, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire certaines expériences. Mais, c'est-à-dire cette forme de connaissance
n'est pas retenu dans le cadre donc du discours épistémologique, car ce n'est pas une connaissance scientifique. La troisième forme donc de connaissance, la troisième forme de connaissance ou le troisième type de connaissance, c'est-à-dire qui nous intéresse dans le cadre, oui, connaissance immédiate, qui ne recourt à aucun raisonnement. Effectivement, il n'y a pas de raisonnement. Oui. La troisième forme de connaissance qui nous intéresse et qui intéresse donc le discours épistémologique, c'est ce qu'on appelle la connaissance scientifique. Connaissance scientifique, pourquoi il est considéré comme scientifique? Moi, peut-être, je vais vous poser la question. Pourquoi donc la connaissance scientifique, c'est-à-dire que vise l'épistémologie, il est considéré comme scientifique? À votre avis, s'il y a quelqu'un qui peut nous répondre. Monsieur, parce qu'elle Oui. repose sur ce qui est réel. Elle repose sur ce qui est certain, on va dire. Oui, peut-être, pourquoi pas. Les autres. Monsieur, Allez, parce les qu'elle autres, est, s'il vous plaît. monsieur, parce qu'elle est Parce qu'il est. vérifiable. Vérifiable. Oui, il est vérifiable, c'est vrai, il est vérifiable, mais c'est-à-dire on cherche nous, c'est-à-dire un autre terme. Respecte un certain nombre de méthodes, techniques, croyances irrationnelles. Il est montré, oui, très bien. Les autres. Allez, monsieur Yaye, repose sur la raison, oui. Il est vérifiable et objectif, répondant qu'à des lois, oui, très bien. Il y a beaucoup de personnes donc construites par l'homme, oui. Pourquoi il est considéré comme scientifique? Il est considéré comme scientifique, il se base sur des démarches logiques, oui. Il est considéré comme scientifique car il est considéré comme une connaissance posée par l'homme. Posée par l'homme. C'est ce qu'on appelle la connaissance positive. La connaissance positive. La connaissance positive, du verbe poser. Ça vient du verbe poser. Donc, cette connaissance qui est positive ou qui est posée par l'homme, elle est soit issue de la raison, elle est soit issue de l'expérience. Soit issue donc de la raison, soit issue de l'expérience. Et à ce niveau, oui, elle repose sur la raison, et à ce niveau, nous avons une petite distinction à faire. Nous avons une petite distinction à faire. Il y a une petite chose aussi très importante qu'il faut mettre en relief. Moi, je vais vous poser la question, comment la connaissance scientifique est née? À votre avis, est-ce que vous avez une idée? Comment la connaissance scientifique, elle est née? Car la connaissance scientifique, elle est née depuis l'Antiquité. Il ne faut pas croire que la connaissance scientifique, c'est ce qui existe aujourd'hui. La connaissance scientifique, elle trouve ses origines dans l'Antiquité, depuis les anciens. Donc, avec les anciens, on a besoin donc de démontrer des phénomènes. Ce n'est pas de démontrer des phénomènes, peut-être d'étudier. Oui. Allez, les autres, à partir du doute. Oui, peut-être. Exactement. Besoin donc du cerveau, etc. Évolution. La science ou la connaissance scientifique, donc d'une observation, oui, ça c'est la démarche. La connaissance scientifique, elle est née grâce à ce qu'on appelle la connaissance profane. La connaissance profane, oui, ce sont les philosophes. La connaissance profane. Est-ce que vous avez une idée sur le profane? Le profane. Le profane,
Non, merci. Le profane, c'est le contraire du sacré. Le profane, c'est le contraire du sacré. Et c'est la connaissance ordinaire. Et c'est la connaissance construite par les hommes ordinaires, effectivement. La connaissance, elle est très importante. Plutôt, le profane, il est très important. Pourquoi le profane, il est très important? Car c'est le profane qui a brisé ce qu'on appelle la domination du sacré. La domination du sacré chez les sociétés anciennes. Pourquoi? Car les sociétés anciennes, elles expliquaient tous les phénomènes ou tout ce qui se passait dans la réalité ou dans la nature par le sacré. Ils utilisent le sacré pour expliquer excusez-moi pour cette rupture. Donc, les anciens, le profane et la réalité ordinaire, on ne peut pas définir par rapport au sacré. Les anciens, comme je viens de signaler, ils utilisaient le sacré pour expliquer des phénomènes. Et le sacré, ce n'est pas toujours en référence avec une divinité suprême, omnipotente, omnisciente, omniprésente. C'est une explication qui se fait en référence à des divinités multiples, à des dieux ou à des déesses, comme ce qui a été chez les Grecs, les anciens Grecs, ou chez les pharaons, par exemple, d'hier, ou chez les Chinois ou les Indiens ou d'autres sociétés africaines ou amérindiennes. Le sacré, il est utilisé pour donc expliquer, par exemple, l'absence de la pluie ou expliquer le phénomène de sécheresse ou expliquer l'existence du tonnerre ou expliquer d'autres phénomènes. On peut prendre l'exemple des Égyptiens. Les Égyptiens, lorsque le Nil ne déborde pas, lorsqu'il y a la sécheresse, il essaie donc de choisir. Oui, il y a de la superstition, effectivement aussi dans tout ça. Que ce sont donc des croyances, c'est-à-dire qui sont liées donc à des divinités multiples. Donc, il y a la magie, il y a la sorcellerie, etc., c'est-à-dire dans toutes ces questions-là. Et donc, il essaie de choisir ce qu'on appelle la plus belle vierge du pays pour donc la sacrifier, c'est-à-dire pour la donner au Nil, pour que le Nil puisse déborder et pour donc avoir des pluies et une année, c'est-à-dire pleine d'herbes et de nourriture, donc pour l'Égypte. Donc, les anciens qui utilisaient donc le sacré, ce sacré a été brisé. Il a été brisé par quoi? Il a été brisé par le profane. Le profane, c'est-à-dire qui essaie de s'opposer, oui, Galilée avec l'Église par la suite, donc de s'opposer donc au sacré pour expliquer les phénomènes. Et donc les hommes commencent donc à entrer dans une nouvelle phase de connaissance, une nouvelle phase de connaissance de la réalité ou du réel, grâce à l'observation et à l'usage du raisonnement.
on commence donc à utiliser la raison pour expliquer des phénomènes, en essayant donc d'observer les phénomènes. Donc la connaissance profane, c'est elle qui est à l'origine de la naissance de la connaissance scientifique. Maintenant, la question qui se pose, c'est que quelle est la différence entre la connaissance profane et la connaissance scientifique? Car la connaissance profane n'est pas morte. Il existe toujours dans nos sociétés. C'est vrai, il a donné naissance à la connaissance scientifique, mais elle n'est pas morte, c'est-à-dire elle n'a pas disparu. Elle est là, elle est toujours là. Il existe dans nos sociétés, car elle est héritée. C'est une connaissance qui est héritée et qui est, la connaissance scientifique, a détrôné le profane. Oui, bien sûr qu'il a détrôné le profane, mais le profane, comme on vient de dire, il est à l'origine de la connaissance scientifique. Voilà ce qu'il faut mettre, c'est-à-dire ce qu'il faut préciser. C'est-à-dire, si on ne souligne pas le fait que le profane, il est à l'origine de la connaissance scientifique, c'est-à-dire qu'on va dire que la connaissance scientifique, elle est née, c'est-à-dire directement. Non. La connaissance scientifique, pour naître, elle a pu passer par la phase du profane. Car hier, je parle donc du passé, hier, qu'est-ce qui est dominé? C'est la connaissance, c'est-à-dire donc théologique, la connaissance métaphysique. On essaye donc d'expliquer ce qu'on appelle la physique par la métaphysique. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire la physique? C'est quoi la physique? Allez, les involontaires ou involontaires. C'est quoi la physique? Monsieur Slimane, il a dit matériel. C'est quoi la physique? Personne n'ose intervenir. Concret. La nature, science de la nature. Il y a un monsieur qui a dit aucune idée. Mademoiselle, aucune idée donc. L'univers, ses lois, etc. La physique, c'est la nature. Merci beaucoup. La physique, non, ce n'est pas ce qui est apparent. C'est la nature. Donc, ce qui existe, c'est ce qu'on appelle le réel observable, qui est la nature. Donc, il se compose de l'univers, il se compose de tout ce qui existe dans l'univers. Oui, il exprime tout ce qui existe dans l'univers. C'est ça. Et donc, nous sommes donc passés de ce qu'on appelle la phase de la métaphysique à la phase de la physique. Donc, il faut expliquer la physique telle qu'elle est. Expliquer, palpable. Expliquer la physique telle qu'elle est. C'est-à-dire expliquer la physique observable grâce à l'observation et grâce à l'expérience. N'est-ce pas? Et non pas par la métaphysique et par donc ce qu'on appelle des forces surnaturelles. Donc ainsi, la science commence à naître depuis l'Antiquité. Il commence à naître dès que l'homme a brisé l'explication des phénomènes physiques par le sacré. Il n'y a plus donc d'explication des phénomènes physiques par le sacré ou par la métaphysique. Il y a donc des explications donc des phénomènes physiques, c'est-à-dire en partant d'une démarche scientifique qui commence, c'est-à-dire parce que pense l'homme lui-même, c'est-à-dire de sa réalité observable. D'où donc l'importance du profane. D'où l'importance donc du profane. Et donc ce profane qui a brisé donc le sacré, il a donné naissance donc à la connaissance scientifique. Maintenant, par quoi se caractérise donc la connaissance, c'est-à-dire la différence entre le profane et la connaissance scientifique. Le profane, lui aussi, il essaie, c'est-à-dire de partir, c'est-à-dire d'un certain raisonnement, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui est fait par l'homme et d'une certaine expérience. Mais
ce qui différencie le profane donc de la science, c'est que le profane, c'est un profane qui est local. C'est un profane qui est local. C'est-à-dire qui existe dans plusieurs sociétés, qui est propre à chaque société. Et que chaque société donc a pu donc développer sur la réalité observable. Alors que la science, elle est universelle. Même si c'est-à-dire aujourd'hui, certains, avec le développement des technologies, ils disent qu'on peut aussi universaliser le profane. C'est-à-dire une connaissance profane qui existait, c'est-à-dire chez d'autres sociétés, elle peut être universalisée grâce à l'Internet et grâce au réseau, c'est-à-dire que vous connaissez. La différence aussi, c'est que la science, elle se fait aujourd'hui dans des laboratoires. Ce n'est pas, c'est-à-dire hier, c'est-à-dire avec des connaissances, c'est-à-dire des expériences limitées faites par des personnes, donc dans des conditions, c'est-à-dire qui ne répondent pas aux conditions que nous avons aujourd'hui. Donc, la connaissance aussi profane, elle est méthodique, c'est-à-dire qu'il essaye de partir de certaines méthodes. Et la science aussi, elle est méthodique. Mais la connaissance scientifique d'aujourd'hui, il dépasse dans une certaine mesure la connaissance profane, dans la mesure où il est capable de dégager des lois, de ce qu'on appelle le caractère nomothétique de la science, le caractère nomothétique qui vient donc de nomos, loi, nomos, loi. Il est donc capable de dégager des lois, n'est-ce pas? Mais il est aussi ce qu'on appelle nomothétique et il est empirique, c'est-à-dire qu'il essaie de partir aussi de l'expérience. Mais donc dans le profane aussi, on trouve de l'expérience, on trouve un certain raisonnement, etc. Mais comme on vient de dire, c'est un savoir qui est local. Mais c'est le profane qui a donné naissance à la science. Maintenant, la connaissance scientifique. La connaissance scientifique donc va nous amener à la définition donc de la science. Qu'est-ce que la science? La science, c'est un savoir, c'est une connaissance, mais c'est un fragment de la connaissance. La science, ce n'est qu'un fragment de la connaissance, comme on vient de le signaler au départ. Et donc, ce fragment de la connaissance, c'est la connaissance scientifique. Par quoi se caractérise donc cette connaissance, qui est la connaissance scientifique? La science, elle est rationnelle. Elle est rationnelle. Elle est universelle. Elle est méthodique. Elle est universelle, rationnelle, méthodique. Elle repose sur le raisonnement, sur la vérification et sur la démonstration. Vous voyez la science. C'est ça donc la définition de la science. Lorsqu'on vous demande, on vous pose la question qu'est-ce que la science? La science c'est un fragment de la connaissance et plus exactement la science c'est la connaissance scientifique. Par quoi se caractérise cette connaissance scientifique? Elle est rationnelle, elle est universelle, elle est méthodique, elle est vérifiable et elle est démontrable. Elle repose donc sur la vérification et la démonstration. Et donc cette définition de la science nous amène vers ce qu'on appelle les critères de la science. D'où donc un tiret ou étoile. Et vous écrivez donc critères de la science. Donc, comme on vient de le signaler, la science, c'est un fragment de la connaissance. Et c'est un fragment de la connaissance qui est positive. Monsieur SVP, comment on peut faire la différence donc entre,
Je n'ai pas complété la question qui a été posée par votre camarade. Peut-être elle peut la reprendre. Je ne sais pas qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Vraiment, c'est-à-dire lorsqu'il y a des interventions comme ça, je perds le bout du fil. Oui. Oui, très bien. Non, on a dit que donc la science, oui, les critères. Oui, c'est un fragment donc de la connaissance. Mais on a dit que c'est une connaissance humaine. C'est-à-dire c'est une connaissance qui est construite par l'homme. Elle est construite par l'homme. C'est pour cela qu'elle est considérée comme la connaissance positive. Positive. Ce n'est pas dans le sens de positif. Positif, ce n'est pas donc dans le sens de négatif. Non. C'est-à-dire, c'est en référence avec le verbe, oui, c'est ça la traduction en arabe. C'est en référence avec poser, c'est-à-dire le fait de poser quelque chose. Donc, il est posé par l'homme. Il est posé par l'homme. Et donc, cette connaissance scientifique qui est posée par l'homme, elle est construite par l'homme. Et pour dire que telle ou telle connaissance est scientifique, il faut qu'elle réponde à certains critères. C'est ce qu'on appelle les critères de la science. Donc, premier critère, ou l'un des premiers critères. L'un des premiers critères, et les plus importants donc pour la science, c'est le caractère rationnel. C'est la rationalité, le critère de la rationalité. Le critère de la rationalité signifie que la science provient d'une source très importante. Il provient d'une source très importante. Il y a une autre source. Il provient de la raison. Effectivement, il provient de la raison. Et lorsqu'on parle de la raison, c'est le fait de parler de ce qu'on appelle les capacités mentales dont dispose l'homme. Les capacités intellectuelles et mentales dont dispose l'homme. Et ce sont donc ces capacités intellectuelles et mentales dont dispose l'homme qui sont donc exprimées sous forme de raison. Sous forme de raison. Ou pour certains, ils l'appellent, c'est-à-dire les philosophes européens, certains ils l'appellent l'entendement. Ce qu'on appelle l'entendement. C'est-à-dire des capacités qui peuvent à l'homme, qui peuvent permettre à l'homme de distinguer les choses, de faire ce qu'on appelle le discernement. Faire le discernement, discerner, n'est-ce pas? Discerner les choses. Et donc, dans le cadre de ces capacités intellectuelles, les scientifiques, les neurologues, ils parlent de ce qu'on appelle le cerveau humain. Le cerveau humain qui se trouve dans la tête, dans le crâne. Et pour certains, scientifiques toujours, ils disent que l'homme, dans le cadre de cette masse dont il dispose, il a plus de 128 milliards de cellules. 128 milliards de cellules, et même plus, dans son cerveau. Voici donc des capacités mentales gigantesques dont dispose l'homme. Oui, les neurones, la neurologie. C'est dans le cadre de la neurologie. Très bien. C'est donc dans le cadre de 128 milliards, oui, 128 milliards et même plus, c'est-à-dire pour les chercheurs, c'est-à-dire les chercheurs dans ce domaine de la neurologie. Donc l'homme, il dispose donc de ce qu'on appelle des capacités très importantes, très grandes. Mais est-ce que la question qui se pose, est-ce que l'homme utilise toutes ses capacités mentales? Voici la question qui est posée. Certains, ils disent que
L'homme, jusqu'à présent, il ne fait fonctionner que 8% ou 10% de ses capacités mentales. Et ça existe chez certaines sociétés, comme les sociétés asiatiques ou comme les Japonais ou les Chinois, ou certains Chinois. Alors que d'autres sociétés n'utilisent que peu, c'est-à-dire de leurs capacités, c'est-à-dire mentales et intellectuelles. Voici, c'est-à-dire déjà, c'est-à-dire ce grand exploit, aussi cette grande, c'est-à-dire spécificité dont l'homme est distingué. Donc, premier critère, c'est la rationalité. Le deuxième critère, 8%, c'est énorme. Peut-être, c'est énorme. Moi, j'en sais rien, mais les chercheurs, c'est-à-dire, ils parlent déjà, c'est-à-dire de 8% jusqu'à 10%, c'est-à-dire des capacités intellectuelles et mentales utilisées par l'homme. Donc, le deuxième critère, c'est l'objectivité. L'objectivité. L'objectivité, il signifie quoi? Il signifie le fait, c'est-à-dire de se libérer de ses sentiments ou de ce qu'on appelle le sens commun ou de ce qu'on appelle les préjugés dont dispose l'homme ou de ce qu'on appelle, bref, la subjectivité, qui exprime donc des valeurs, des croyances, des préjugés, comme on vient de le signaler, ou des jugements de valeur. Donc, toutes ces questions-là doivent être écartées pour le chercheur. Ils doivent être écartés pour le chercheur. Pour être objectif. Et être objectif signifie le fait d'être neutre. Ce n'est pas signifie la positivité, non. Ce ne signifie pas la positivité. C'est-à-dire c'est le fait d'être neutre. D'être neutre, non, il n'y a pas de pragmatique. Il n'y a pas de pragmatique. Cartésien, très bien, mais pragmatique, non. Non. Oui, c'est contre la subjectivité, l'accord de la pensée avec le réel, être neutre. Très bien, c'est-à-dire toutes ces observations sont très importantes. C'est ce que je viens de dire. Donc, c'est le fait d'être neutre, c'est-à-dire dans le cadre donc, du rapport entre ce qu'on appelle le sujet et l'objet. Le sujet et l'objet, c'est-à-dire entre le chercheur et la réalité qu'elle traite. C'est ça donc l'objectivité. Puis donc vient le troisième critère. Le troisième critère, c'est l'expérience. Le troisième critère, qui est donc l'expérience, il fait référence donc à des travaux empiriques, qui portent sur la réalité à travers des expériences qui se font dans des laboratoires. Et donc, aujourd'hui, l'expérimentation. Aujourd'hui, la science, grâce à l'expérience, il parvient à traiter la réalité d'une façon empirique. C'est-à-dire que le chercheur, il essaye d'avoir un contact réel avec la réalité. Grâce à quoi? Grâce à ce qu'on appelle la démarche scientifique. Et on aura l'occasion, bien sûr, de voir la démarche scientifique. Et comme vous savez aujourd'hui, les hommes disposent, c'est-à-dire dans plusieurs sociétés, surtout dans les sociétés les plus développées, de grands laboratoires, c'est-à-dire destinés à faire donc des expériences sur des faits et des phénomènes pour pouvoir donc dégager des lois. C'est ce qu'on appelle donc, cela nous amène vers le quatrième critère. Le quatrième critère de la science, c'est ce qu'on appelle la mesure. La mesure. La mesure signifie quoi? La mesure, mesurer.
La mesure vient du verbe mesurer. Donc, ce n'est pas quelque chose de difficile. Mais la mesure, il est accompagné de ce qu'on appelle le dégagement des lois. Le dégagement des lois. Qu'est-ce que ça veut dire, des normes? Le dégagement des lois signifie automatiquement le dégagement des théories. Ou, pour d'autres, pour les mathématiques, de théorèmes. Donc, mesurer signifie dégager des lois. Signifie pouvoir construire des théories. Pouvoir construire des théories ou des théorèmes. D'où ce qu'on appelle le caractère non mothétique de la science. Non mothétique. N-O-M-E accent T-H. N'est-ce pas? Nomothétique de la science. Puis intervient le cinquième critère. Le cinquième critère, c'est ce qu'on appelle la testabilité. La testabilité ou le test. La testabilité ou le test. Donc, pour pouvoir parler de la science, il faut que la science soit soumise au test. C'est quoi le test? C'est le fait de faire d'autres expériences. D'autres expériences, c'est la vérification. D'autres expériences concernant quoi? Concernant les lois dégagées dans le cadre donc de la mesure. C'est-à-dire que la mesure, elle est soumise au test. Elle est soumise au test. Et c'est quoi? Qui fait ce test? Ce test, il est fait par d'autres laboratoires. Dans le cadre de ce qu'on appelle la communauté des pairs. La communauté des pairs. Vous connaissez la communauté des pairs? C'est quoi la communauté des pairs? Ce n'est pas les pères et les mères que vous connaissez. La communauté des pairs signifie, oui, pairs. P-A-I-R. La communauté des pairs, c'est-à-dire les autres scientifiques, c'est-à-dire les collègues, c'est-à-dire les collègues, c'est-à-dire qui appartiennent donc au même domaine. Les confrères, oui, très bien. Donc, qui appartiennent donc au même domaine. Donc, voici donc les 5 critères de la science. Donc, lorsque quelqu'un ou un professeur vous demande donc quels sont les critères de la science, les critères de la science donc sont au nombre de 5, mais il ne suffit pas donc de les citer. Il faut bien sûr les développer. Les 5 critères donc de la science sont donc la rationalité, l'objectivité, l'expérience, la mesure et le test. Et voici donc les 5 critères sur lesquels repose la science en tant que connaissance et en tant que savoir. Troisième paragraphe, donc 1.3, la typologie de la science. La typologie de la science. La science, comme vous pouvez le constater, elle est définie comme un fragment de la connaissance, comme on vient de dire, et elle est définie comme une connaissance scientifique, elle est définie comme une connaissance positive, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la science n'est pas unique, elle aussi. Le mot science doit toujours être défini au pluriel. Il doit être toujours défini au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes, oui, il y a plusieurs formes de science. La science correspond à science avec S, les sciences. Et donc, cela nous amène à faire ce qu'on appelle la typologie, à chercher les types de sciences qui existent.
Et si on vous pose la question, est-ce que vous avez une idée sur les différentes formes de sciences qui existent? À vous la parole. Allez, chers étudiants. Allez, On a volontaire. biologie, sociologie, C'est le qui parle? physique, Qui parle? sciences. C'est Badreddin. Badreddin, C'est oui. Badreddin qui parle. Oui. Oui, très Il y bien. a plusieurs domaines. La science envahit le monde. D'accord, oui. Les autres? Très bien. Très bien, monsieur Badreddin. Très bien. Les autres? Il y a, oui, sciences expérimentales, oui, sciences naturelles, sciences humaines, oui. Allez, les autres, on cherche les personnes qui veulent parler. Il y a un certain monsieur Omarou qui a dit sciences exactes. Très bien, pourquoi pas. Allez, s'il vous plaît. Oui, monsieur Taha, biologie, sciences de la nature, médecine, mademoiselle Sarah. Oui, la géologie, sciences humaines, sciences exactes, sciences déductives, formelles. Oui, oui. Très bien. Donc, il y a beaucoup d'étudiants, c'est-à-dire que dans les réponses, c'est-à-dire tournent autour de sciences des astres, agroalimentaire, l'anatomie, oui. Monsieur, la philosophie. La philosophie, mademoiselle, il a dit la philosophie, oui, pourquoi pas. La physiologie, nous servons. Oui, très bien. Merci pour vos interventions, sciences expérimentales, sciences hermétiques, sciences de la matière, etc. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour fondamental appliqué. En fait, il y a un problème. Il y a sciences exactes et inexactes, etc. Il y a un problème donc au niveau de la typologie de la science. Il y a c'est-à-dire une classification, c'est-à-dire que je vais essayer de vous donner en ce qui concerne donc la science, et c'est elle qui est dominante. Mais je vais préciser qu'il y a une classification qui est propre à Gaston Bachelard, une classification qui est propre à Gaston Bachelard, et il y a une classification qui est propre à Karl Popper. Et on aura l'occasion peut-être de voir, c'est-à-dire ces deux épistémologues, c'est-à-dire dans les sections à venir. Mais, c'est-à-dire, on va nous arrêter au niveau de ces deux classifications. Gaston Bachelard, lui, il distingue ce qu'on appelle effectivement sciences exactes et inexactes. Il distingue ce qu'il appelle sciences exactes et inexactes. Donc, pour lui, sciences exactes, ce sont donc la physique, ce qu'on appelle les sciences de la nature, et les mathématiques. Voilà, pour lui, c'est ça, des sciences exactes, donc exactes, tout court, exactes, qui sont donc capables de donner une réponse sur la réalité. Puis il ajoute qu'il y a des sciences inexactes. Il les qualifie de sciences, mais il les qualifie de sciences inexactes. C'est ce qu'elle appelle donc les sciences humaines et les sciences sociales. C'est ça donc la classification donnée par Gaston Bachelard. Mais lorsque Karl Popper est venu, il est venu après donc Gaston Bachelard, lui aussi c'est un épistémologue, il a rejeté la classification bachelardienne. Il a rejeté la classification de Gaston Bachelard. Il est rejeté, carrément. Et il a essayé de faire ce qu'on appelle une typologie tripartite, en trois.
une répartition de la science en 3 types. C'est la répartition qui est dominante dans le cadre du discours épistémologique aujourd'hui. Il essaie de nous dire, donc, Karl Popper, de nous dire qu'il y a des sciences logico-formelles, qui se composent de 2 disciplines. Puis, il y a ce qu'on appelle des sciences hypothético-déductives, ou autrement on les appelle les sciences de la nature, ou les sciences expérimentales. Puis, il dit qu'il y a un 3e type, c'est ce qu'on appelle les sciences herméneutiques. Les sciences herméneutiques correspondent aux sciences humaines et sciences sociales. Sciences humaines en général, car les sciences sociales font partie donc des sciences humaines. Sauf qu'il y a des spécificités donc pour cette catégorie. Donc, cette classification poppérienne, c'est elle qui est retenue. Et dans le cadre de cette classification poppérienne, car je vais donc faire la remarque à quelqu'un qui a écrit quelque chose, Popper aussi, il fait une typologie binaire en 2. Une typologie binaire en 2. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le type 1 et le type 2, c'est-à-dire à savoir les sciences logico-formelles et les sciences expérimentales ou hypothético-déductives, font partie de ce qu'on appelle les sciences dures. Les sciences dures. Et que la 3e catégorie fait partie de ce qu'on appelle les sciences molles. Donc les sciences dures et les sciences molles. Les sciences dures se composent de 2 types. Ils se composent des sciences logico-formelles et des sciences hypothético-déductives. Alors que les sciences molles se composent donc des sciences humaines et sociales. Sciences humaines et sociales. Maintenant, on va essayer de détailler chaque catégorie de sciences, donc chaque type de science, en retenant donc la typologie poppérienne. Le premier type donc, dans le cadre de la typologie poppérienne, c'est ce qu'on appelle les sciences logico-formelles. Les sciences logico-formelles. Cette catégorie de sciences, pour Popper, se compose de la logique et des maths. Il se compose de la logique et des mathématiques. Mais avant donc de développer, c'est-à-dire toutes les questions intéressant cette catégorie de sciences, moi je vais vous poser la question et j'espère que ce sont les nouveaux qui vont, c'est-à-dire essayer de me répondre, et non pas les anciens, c'est-à-dire peut-être qu'ils connaissent un peu le cours. Je vais leur poser la question, qu'est-ce qu'on entend par les maths? Ou qu'est-ce que les maths? À vous la parole. C'est une science rationnelle. C'est qui parle maintenant? Mademoiselle Mariam? Oui. Oui, très bien. Oui, pourquoi pas? Allez, les autres. Qu'est-ce qu'on entend par les maths? Qu'est-ce que les maths? Monsieur, elle est exacte. Il n'y a pas de doute. C'est toujours Mariam qui dit ça. Oui. Oui, très bien. On donne la chance aux autres, Mademoiselle Mariam. Monsieur, Oui, monsieur, Mademoiselle Sarah, science exacte, c'est des calculs, c'est une science de raisonnement logique, très bien, oui, pourquoi pas, allez. monsieur, Allez les autres, s'il vous plaît. Oui, qui veut parler? c'est Fado qui parle. Oui,
نصير. Ensemble des connaissances abstraites. Il y a un problème, il y a un problème de micro. Il y a un problème de micro pour la demoiselle qui parle. Je sais pas, c'est Fedwa, mademoiselle Fedwa. Oui, c'est moi. Oui, vous avez un problème de micro, sinon maintenant vous l'avez résolu. Oui, à vous la parole, mademoiselle Fedwa. Maintenant, je vois pas. C'est Oui, une oui, science ça va, allez. logique, pratique et rationnelle. Mhm. Oui, pourquoi pas, on peut accepter tout ce que vous dites, on peut l'accepter. Maintenant, nous, on cherche C'est la à voir précision. qui peut nous donner. Oui, C'est la précision. allez, mademoiselle, qui veut parler maintenant, c'est monsieur Yaye. Allez, la monsieur Yaye, précision. vous avez un problème de micro, monsieur Yaye. Oui, monsieur, effectivement. C'est là? Il y a un problème de micro. C'est la précision. Ah, les maths, c'est la précision. Moi, j'en sais rien, moi. Aucune idée. Allez, les autres. Monsieur, c'est un ensemble des connaissances abstraites. Résultant de raisonnement logique. Peut-être. Oui. Un ensemble Allez, des les connaissances autres. C'est l'art de la démonstration, mademoiselle Sabah. Oui. Allez, les autres, s'il vous plaît. Monsieur, c'est l'ensemble des axiomes et des postulats qui permettent de comprendre des phénomènes et peut-être de les quantifier. Oui, pourquoi pas. C'est la science du raisonnement Allez, les déductif. autres. C'est la science du raisonnement déductif. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit exact. Oui, c'est la science du raisonnement déductif. Oui, oui, on vous a écouté, monsieur Yaye. Très bien. On va garder, c'est-à-dire votre intervention. Et on va voir les autres. En tout cas, la plupart des étudiants parlent de ce qu'on appelle. S'il vous plaît, fermez le micro, monsieur Yaye. La plupart des étudiants, ils parlent donc de ce qu'on appelle un ensemble de connaissances logiques, du calcul. Il y a quelqu'un qui parle donc, mademoiselle Hind, de quelque chose d'abstrait, etc. Oui, toute la science, elle est abstraite, etc., n'est-ce pas? Et oui, mademoiselle Khadija, c'est ça? Oui, effectivement, monsieur. Monsieur, c'est une discipline cartésienne qui n'accepte que le rationnel. 1 plus 1 est égal à 2 et qui exclut tout ce qui est irrationnel, qui ne peut pas être expliqué. Oui. Bon, les mathématiques ou les maths. Les maths, l'obna donc rationnel et objectif ou objective. Les mathématiques, ils ont une petite définition qui est très simple. Une petite définition qui est très très simple, peut-être à laquelle vous n'avez pas pensé ou peut-être vous n'avez pas eu l'occasion peut-être c'est-à-dire de l'étudier ou de la lire quelque part, c'est-à-dire dans vos recherches. Les mathématiques se définissent comme un langage, tout court. C'est ça les mathématiques. Donc on ne peut pas aller plus loin. C'est un langage. C'est un langage effectivement abstrait. Voilà. C'est un langage abstrait et rationnel. C'est un langage abstrait et rationnel. Qui se compose de quoi? Qui se compose de chiffres et de symboles. Qui se compose de chiffres. Oui, le langage informatique fait partie du langage mathématique. Donc, c'est un langage abstrait et rationnel qui se compose de chiffres et de symboles, qui est construit par l'homme. Il est construit par l'homme sur la base d'un esprit rationnel, donc dans lequel il y a le raisonnement,
et un esprit cartésien. Un esprit cartésien. Les mathématiques signifient un langage abstrait et rationnel. Un langage abstrait et rationnel qui se compose de chiffres et de symboles. De chiffres et de symboles. Construit par l'homme. Construit par l'homme. Sur la base d'un esprit rationnel, le raisonnement, et sur la base d'un esprit cartésien. C'est ça donc les mathématiques. Les mathématiques, c'est un langage abstrait. Les mathématiques, -1 fois -1 est égal à -2. Les mathématiques font partie aussi de la logique, ou la logique fait partie des mathématiques. C'est-à-dire que l'un des fondements des mathématiques, il y a aussi la logique. La logique qui repose sur le raisonnement scientifique, un raisonnement scientifique rationnel. Et ces mathématiques, qui correspondent donc à ce langage, sont aussi un langage formel. Sont aussi un langage formel. C'est pour cela, dans le cadre des mathématiques, on parle de ce qu'on appelle la formalisation et la modélisation. Dans le cadre des mathématiques, de ce langage abstrait, rationnel, qui repose sur le raisonnement et l'esprit cartésien, il y a la formalisation et la modélisation. Les mathématiques se divisent en deux. Il y a deux types de mathématiques. Il y a deux types de mathématiques. Il y a ce qu'on appelle les mathématiques fondamentales. Il y a les mathématiques fondamentales. Et donc, dans le cadre de ces mathématiques fondamentales, ce n'est que le langage abstrait et logique. Ce n'est que le langage abstrait et logique. Et il y a ce qu'on appelle les mathématiques appliquées. Les mathématiques appliquées, ce n'est pas impliqué. Les mathématiques, car il y a quelqu'un qui nous a écrit impliqué. Les mathématiques appliquées, ça vient de l'application. Et donc, ce genre de mathématiques appliquées, oui, les mathématiques appliquées, Mohamed Mouhaya. Les mathématiques appliquées, ce sont donc des mathématiques qui envahissent toutes les matières, toutes les disciplines. Ils envahissent toutes les disciplines, les mathématiques appliquées. Ce sont des mathématiques qu'on trouve donc dans la physique, on les trouve dans la chimie, dans la biologie, dans la géologie, dans la médecine, dans l'économie, dans la science politique, dans la sociologie, dans le droit. Plusieurs disciplines font usage du langage mathématique. Et donc, c'est un langage qui participe à la modélisation et à la formalisation même de ces disciplines. Par exemple, la physique. Si vous étudiez la physique, il n'y a que des mathématiques dans la physique. Mais ce sont des mathématiques appliquées qui sont liées à une réalité observable. Puis, il y a les mathématiques fondamentales dont on a parlé. Ce sont donc des mathématiques qui relèvent, comme on vient de le signaler, donc de la logique. Maintenant, que disent les épistémologues? Que disent les épistémologues?
est-ce que les sciences mathématiques sont des sciences exactes? Est-ce que donc les sciences mathématiques sont des sciences exactes? Les scientifiques ou les épistémologues, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent à votre avis? Allez les chers étudiants, oui. Qu'est-ce qu'ils disent à propos des mathématiques? À vous la parole. Allez, qu'est-ce qu'ils disent les épistémologues à propos des mathématiques? Allez, mademoiselle Hind, mademoiselle Fatima, monsieur Badr, mademoiselle Khadija, aucune idée, monsieur. Il confirme l'exactitude. Vraiment aucune idée. Allez, mademoiselle Jawara, qu'est-ce qu'ils disent les autres? Allez, à vous la parole. Allez, il faut parler au lieu de se cacher. Aucune idée. Au lieu de se cacher comme les oiseaux, qui se cachent pour mourir. N'est-ce pas? Aucune idée. Tout le monde, il dit aucune idée dans leur nid. Non. L'idée des oiseaux qui se cachent pour mourir, c'est... Je fais référence à un film américain. C'est un film des années 80. Un film, oui, c'est un livre, c'est un roman et c'est un film. Il parle donc des oiseaux qui se cachent pour mourir. J'ai toujours aimé donc de dire ça aux étudiants pour, c'est-à-dire les faire réveiller un peu. Donc oui, mademoiselle Fatima, Zaboul, que disent les chercheurs, donc les épistémologues concernant les maths? Exact, avec une marge d'innovation. Oui, c'est possible. Les épistémologues, ils disent que les mathématiques ne sont pas des sciences exactes. Voilà, ils ne sont pas des sciences exactes. Oui. Je pense que c'est l'étude de la connaissance en général. Non, on ne parle pas de la connaissance en général. On parle uniquement des mathématiques maintenant. Et uniquement des mathématiques. On va voir, c'est-à-dire le reste, effectivement, donc pour la connaissance. Mais maintenant, on parle maintenant des mathématiques. Donc, on va se limiter aux mathématiques. Ils disent qu'ils ne sont pas des sciences exactes. Donc, l'idée de Bachelard, elle est rejetée. Donc, l'idée de la classification bachelardienne dont on a parlé, sciences exactes et inexactes, ça n'existe pas. Il n'existe pas. Donc, ils disent qu'ils ne sont pas exacts. Pourquoi? Car ils disent que les mathématiques reposent sur un système de raisonnement interne. Les mathématiques reposent, surtout les mathématiques fondamentales, car les mathématiques appliquées, c'est-à-dire qu'ils correspondent à leur propre discipline, c'est-à-dire aux disciplines où ils s'appliquent. Mais les mathématiques fondamentales, ils ne sont pas exacts. Pourquoi? Car ils disent qu'ils reposent sur un système de raisonnement interne. C'est quoi ce système de raisonnement interne? C'est ce qu'on appelle la recherche de l'erreur dans le raisonnement. La recherche de l'erreur dans le raisonnement. Et donc, lorsque un raisonnement qui a été fait par un chercheur à une certaine date et qui est retenu peut-être pour des années ou des siècles, il peut s'avérer qu'il est faux. Pourquoi? Car il y a une erreur dans ce raisonnement. Et pour l'occasion, je peux vous donner des exemples. Des exemples de certaines équations ou certains systèmes dans les mathématiques qui ne sont pas résolus jusqu'à présent et qui datent du 19e siècle. Et si vous faites des recherches, vous pouvez constater
qu'il y a effectivement des exercices qu'on n'a pas pu résoudre depuis le 19e siècle. Les mathématiques fondamentales, effectivement. Donc, il y a donc cette idée de l'erreur dans le raisonnement qui peut donc bloquer donc le caractère exact de la science, donc des mathématiques. Donc on ne peut pas dire que les mathématiques sont exactes, n'est-ce pas? Moi, j'ai toujours donné un exemple, c'est-à-dire pour les étudiants, sur x carré moins 1. X carré moins 1, est-ce que vous avez une idée sur x carré moins 1? C'est quoi x carré moins 1? Et comment on peut la résoudre, x carré moins 1? Allez, les mathématiciens. Oui, c'est une équation, x carré moins 1 est égal à 0. Allez, s'il y a quelqu'un qui peut me donner la réponse. Ça correspond à quoi x carré moins 1? Oui? Oui, monsieur. Oui. Je Oui, pense- Omnia. Oui, mon sœur. Oui. Allez, les autres. X carré moins 1, d'abord, c'est une? C'est quoi x carré moins 1? Monsieur, Non, ce n'est pas une équation, c'est d'abord quoi? C'est une identité? C'est remarquable. Une identité remarquable. Une identité remarquable qui a la forme de a carré moins b carré. A carré moins b carré. N'est-ce pas? Et Oui, donc, il y a des étudiants qui ont donné donc des réponses, très bien. C'est donc x moins 1 facteur de x plus 1. N'est-ce pas? Et donc, x, il y a mademoiselle Ikram qui a dit que c'est 18 heures. Oui, à 18 heures, on vous ajoute quelques minutes, 5 minutes, n'est-ce pas, mademoiselle? Merci, mademoiselle Ikram. Donc, c'est x carré moins 1, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Donc, x est égal à 1, ou x, merci, ou x est égal à plus 1. Donc, dans le cadre de mathématiques, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On fait ce qu'on appelle la vérification. On fait la vérification. Et on essaye de remplacer x par sa valeur, qui peut être, oui, la démonstration qui est donc la vérification. Donc, on remplace x par sa valeur, oui, qui peut donc nous donner, donc x, on peut la remplacer par 1 ou par moins 1, et comme ça, c'est-à-dire on aura effectivement que x carré moins 1 est égal à 0. Donc, c'est ça un exemple. C'est ça donc un exemple parmi d'autres exemples, c'est-à-dire qu'on peut vous donner dans le cadre donc des mathématiques. C'est-à-dire que dans le cadre des mathématiques, il y a toujours la recherche de l'erreur dans le raisonnement. Et il y a la démonstration et il y a la vérification, n'est-ce pas? Donc, c'est ça pour donc les mathématiques. Donc, deuxième type donc de science, écrivez donc deuxième type de science. Type, les sciences hypothético, ça vient donc d'hypothèse, avec donc HY, P-O-T-H, T-E, T-H-E accent, T-I-C-O, hypothético, déductive, oui, très bien, Mohamed. Donc, hypothético-déductive, écrivez 2 points. Donc, ce sont les sciences de la nature ou les sciences expérimentales. Donc, merci. Oui, c'est ça, oui, hypothético-déductive. Très bien. Monsieur Yassine, il y a peut-être une faute. Il y a un TI qui manque. Bon, donc, merci de votre attention et à la prochaine. Allez, au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. Merci. Merci, au revoir. merci, monsieur. Merci, mademoiselle. Bonne journée, monsieur. Monsieur, Merci. par rapport aux dissertations que vous nous avez demandé de vous envoyer, c'est jusqu'à la fin du mois, c'est ça? Donc, c'est la fin du mois. D'accord, Ça vous reste 2 jours. ça marche, d'accord, Donc, monsieur. au cours de ce week-end. Monsieur, s'il vous plaît, pour votre adresse. C'est-à-dire, oui? Monsieur, Oui.
est-ce qu'on est obligé, obligé On a de donné, faire on a donné une l'adresse mail. Quelqu'un qui a écrit donc le Gmail, on a donné l'adresse mail. C'est sur Yahoo, yahoo.fr. Oui. Monsieur, et pour les TD, Excusez-moi. Oui. Monsieur, Je sais pas, il y a. Oui. et pour les est-ce TD, monsieur. est-ce Il n'y a qu'on pas de est TP. obligé? LTP. نكتبوا Y a في pas de وورد TP. ولا في ورقة عادية. Non, vous m'envoyez ça par mail. Oui, Monsieur, Forme donc, PDF. En forme Oui, PDF. sous forme Word. sous forme Word. D'accord. Oui. Le mail, Monsieur. mademoiselle Notaire, on a donné, c'est ça l'adresse. Il est donné, il est dans donc dans le chat. Peut-être qu'il est partagé par vos camarades. donc, monsieur, il n'y a pas de TD. Monsieur, Il n'y a pas de TD. Dans ces conditions de coronavirus, on va faire les TD. Est-ce qu'on vous Ok, a. Il y a pas dans cette matière, il n'y a pas de TD. Ok, monsieur, choukran. Eh, merci monsieur, beaucoup. monsieur, Oui, est-ce que oui. je peux vous poser une question? Est-ce Oui. qu'on est obligé de faire une conclusion? Oui, normalement, nous, on a parlé de la conclusion. Donc, dans la dissertation, on a parlé de la conclusion. On a dit qu'elle est Ok, oui. nécessaire. On a dit qu'elle est Oui, nécessaire. merci. Ce n'est pas avec peut-être d'autres dissertations juridiques ou autres. Merci, Merci. monsieur. D'accord, monsieur. Au revoir, Merci à monsieur. vous tous. Au Merci, revoir. monsieur. Au revoir et bonne fête de fin d'année. Merci pour tes Merci. conseils, monsieur. Merci à vous aussi.